6 heures du matin, et Gisèle pousse la porte de l'appartement avec cette prudence qu'elle a développée ces derniers mois, celle qui consiste à faire le moins de bruit possible pour ne réveiller personne, pour ne pas déclencher de remarques acides avant même d'avoir eu le temps de respirer après 12 heures de garde à l'hôpital Bichat, où elle a passé sa nuit à tourner des patients alités, à changer des perfusions, à sourire malgré l'épuisement qui lui brûle les yeux et lui pèse sur les épaules, comme un manteau de plomb. Elle retire ses chaussures dans l'entrée, pose son sac doucement, et c'est là qu'elle voit la cuisine dans cet état qui lui serre immédiatement la poitrine. Des assiettes empilées dans l'évier depuis hier soir, des miettes sur le plan de travail, la poêle encore grasse abandonnée sur la cuisinière, et elle sait déjà ce qui va suivre, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Elle commence à ranger machinalement parce que c'est plus fort qu'elle, parce que le désordre dans cette maison est devenu le symbole de tout ce qui ne va plus dans sa vie. En déplaçant une assiette, son coude heurte la tasse de café de Colette. Cette tasse en porcelaine bleue, que sa belle-mère utilise chaque matin depuis qu'elle s'est installée chez eux il y a 8 mois, pour ce qui devait être temporaire. Juste le temps qu'elle se remette d'une opération du genou, et qui est toujours là, occupant la chambre d'amis, occupant l'espace, occupant tout l'oxygène de ce foyer. La tasse bascule légèrement, quelques gouttes de café froid éclaboussent la table, et avant même que Gisèle ait le temps de saisir une éponge, la voix surgit du couloir comme une lame de couteau, cette voix qu'elle connaît par cœur maintenant, chargée de mépris et de propriété. « Tu touches à mes affaires maintenant », lance Colette en entrant dans la cuisine, vêtue de sa robe de chambre impeccable, les cheveux parfaitement coiffés malgré l'heure matinale. Et Gisèle se retourne en s'excusant immédiatement. C'était un accident. Elle nettoyait juste. Elle ne voulait pas. Mais les mots se perdent dans le silence hostile qui emplit la pièce, tandis que Thomas apparaît à son tour, avachi sur le canapé du salon visible depuis la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone. Et Gisèle sent cette chose familière lui tordre l'estomac, cette attente silencieuse qu'il dise quelque chose, qu'il la défende, qu'il rappelle à sa mère que c'est aussi leur maison. Mais il ne lève même pas les yeux. Il fait défiler son écran, avec cette indifférence qu'elle a appris à reconnaître comme sa forme de lâcheté préférée. Colette s'approche, ramasse sa tasse avec des gestes théâtraux comme si Gisèle l'avait profanée, et commence cette litanie que Gisèle connaît par cœur. Comment est-ce possible de ne même pas savoir tenir une maison propre ? Comment son fils mérite tellement mieux qu'une femme qui rentre à pas d'heure et laisse tout en désordre ? Comment, à son époque, les épouses savaient ce que signifiait s'occuper d'un foyer ? Et Gisèle sent quelque chose se fissurer en elle. Pas de la colère encore, juste une fatigue immense, celle qui vient de 3 ans de ce mariage qui était censé être sa renaissance et qui est devenue sa prison. « Mon fils mérite mieux qu'une femme qui ne sait même pas tenir une maison », crache Colette en se tournant vers Thomas comme si elle cherchait son approbation, et c'est à ce moment précis, dans le silence qui suit, que tout bascule, parce que Gisèle voit sa belle-mère se diriger vers la cuisinière, où la bouilloire électrique vient de terminer son cycle, encore fumante, encore brûlante. Et il y a quelque chose dans ses yeux qui fait comprendre à Gisèle une seconde trop tard ce qui va se passer, cette lueur de rage froide qu'elle n'a jamais vue auparavant. Colette saisit la bouilloire, et avant que Gisèle puisse réagir, avant qu'elle puisse lever les bras ou crier ou faire quoi que ce soit, l'eau s'abat sur son dos comme une sentence, traversant son t-shirt en coton, et la douleur est tellement violente, tellement absolue, que pendant un instant Gisèle ne peut même pas respirer. Elle sent sa peau hurler sous le tissu qui colle déjà à la chair brûlée. Et pourtant elle ne crie pas. Elle ne sait pas pourquoi elle ne crie pas. Peut-être parce qu'une partie d'elle refuse de leur donner cette satisfaction, refuse de se briser devant eux, refuse de devenir la victime hurlante qu'ils attendent. Elle se retourne lentement, chaque mouvement une agonie, et regarde Colette qui tient encore la bouilloire vide. Les yeux brillants non pas de regret mais de quelque chose qui ressemble presque à du triomphe. Puis elle tourne la tête vers Thomas, qui a levé les yeux de son téléphone, qui a tout vu, tout, et qui détourne immédiatement le regard comme si regarder ailleurs pouvait effacer ce qui vient de se passer. Et c'est dans ce silence que Gisèle prononce les seuls mots qui lui viennent, d'une voix qu'elle ne reconnaît pas, calme et glacée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Vous allez payer pour ça. Elle marche vers la salle de bain, chaque pas un calvaire, ferme la porte à clé derrière elle, et c'est seulement là, seule face au miroir qui lui renvoie son visage blême et ses mains tremblantes,
qu'elle réalise que sa vie vient de basculer dans un territoire inconnu dont elle ne reviendra jamais, et elle compose le 17 avec des doigts qui tremblent tellement qu'elle doit s'y reprendre à 2 fois. Et quand la voix de l'opératrice lui demande quelle est son urgence, elle entend de l'autre. Côté de la porte, la voix de Colette qui murmure à Thomas avec cette froideur qui glace le sang. « Elle va nous créer des problèmes. Empêche-la de sortir. » Assise sur le rebord de la baignoire, Gisèle applique de l'eau froide sur ses brûlures, avec un gant de toilette qu'elle presse contre son dos en grimaçant, et chaque contact avec le tissu mouillé déclenche une nouvelle vague de douleur qui lui coupe le souffle. Mais elle continue méthodiquement parce que faire quelque chose, n'importe quoi, l'empêche de s'effondrer complètement. L'opératrice de police lui a dit de rester où elle est, de ne pas ouvrir la porte, qu'une patrouille arrive dans 20 minutes maximum, et maintenant Gisèle fixe l'écran de son téléphone en se demandant comment elle en est arrivée là, comment ces 3 années de mariage ont pu la mener dans cette salle de bain verrouillée avec la peau du dos en feu et la peur au ventre. Au début avec Thomas, c'était différent, tellement différent qu'elle a du mal maintenant à croire que c'était le même homme, ce commercial charmant rencontré à une soirée d'amis qui la faisait rire après ses gardes épuisantes, qui lui apportait des croissants le dimanche matin, qui l'écoutait parler de ses passions avec une attention qui lui semblait sincère, et elle était tombée amoureuse de cette légèreté, de cette simplicité apparente qui contrastait avec le chaos permanent de l'hôpital. Le mariage à la mairie du 19e arrondissement, petite et intime, juste quelques amis, Fatima comme témoin, et Gisèle qui se disait qu'elle avait enfin trouvé sa place, son ancrage, son foyer. Puis Colette est arrivée 8 mois plus tard avec ses 2 valises et son air de martyr, cette opération du genou qui nécessitait soi-disant une présence constante, juste quelques semaines le temps de la rééducation, et Thomas qui avait insisté avec ses yeux suppliants que Gisèle ne savait pas refuser à l'époque. « C'est ma mère. Elle n'a personne d'autre, tu comprends. » Les semaines sont devenues des mois, et les remarques ont commencé, d'abord subtiles. Ce repas qui manquait de sel, cet appartement qui n'était pas assez rangé, ce métier d'aide-soignante qui n'était quand même pas aussi prestigieux qu'infirmière, et Thomas qui acquiesçait en silence ou pire, qui riait de ses piques comme si c'était de l'humour affectueux. Elle se souvient de ce dîner où elle avait passé 3 heures à préparer un bœuf bourguignon, sa spécialité, et Colette, qui avait repoussé son assiette après 2 bouchées en déclarant que c'était trop salé, que voulait-elle empoisonner son fils, et Thomas qui n'avait rien dit, qui avait continué à manger en évitant son regard tandis que Gisèle sentait quelque chose se briser en elle, pas à cause du plat rejeté, mais à cause du silence de son mari, de cette absence totale de soutien qui devenait le motif central de leur vie commune. Gisèle sursaute quand on tente d'ouvrir la porte, la poignée qui bouge nerveusement, puis la voix de Thomas qui se fait suppliante à travers le bois. « Gisèle, sors, s'il te plaît. » Maman s'est excusée. C'était un accident. Elle ne voulait pas. On peut arranger ça entre nous. Pas besoin de la police. Pense à ce que les voisins vont dire. Elle ne répond pas. Les mains crispées sur son téléphone, qu'elle utilise maintenant pour photographier ses blessures avec des doigts tremblants. Ces marques rouges et boursouflées qui couvrent la partie haute de son dos. Et elle envoie les photos à Fatima avec un message bref « Appelle-moi dès que tu peux, c'est urgent ». Elle entend les chuchotements de l'autre côté de la porte, Thomas et Colette qui discutent à voix basse, et elle imagine déjà la version qu'ils sont en train de construire. L'accident malheureux, la belle-fille instable qui exagère tout, qui cherche l'attention, qui veut créer des problèmes dans une famille aimante. 3 coups frappés à la porte d'entrée de l'appartement résonnent soudain comme un coup de tonnerre, suivi d'une voix masculine et ferme qui annonce la police, et Gisèle se lève péniblement, déverrouille la salle de bain, avance dans le couloir avec son t-shirt collé à ses brûlures, qui tire sur la peau à chaque mouvement. Colette a déjà ouvert, tout sourire, impeccable dans sa robe de chambre comme si elle recevait des invités pour le thé, et elle dit aux 2 policiers qu'il n'y a aucun problème, messieurs, juste un petit malentendu familial, sa belle-fille qui est un peu nerveuse en ce moment, vous savez comment c'est, et Gisèle voit l'un des agents, un homme d'une 40aine d'années au regard fatigué, commencer à hocher la tête comme s'il était prêt à repartir, et c'est à ce moment qu'elle apparaît dans l'encadrement du couloir, pâle, tremblante, son t-shirt trempé, révélant les contours rouges des brûlures à travers le tissu fin, et le silence qui tombe alors est plus éloquent que n'importe quel discours. L'officière Sarah Mercier, 40 ans et un regard qui a déjà tout vu,
pose une couverture sur les épaules de Gisèle, dans la salle d'interrogatoire du commissariat du 19e. Et pour la première fois depuis que l'eau bouillante a touché sa peau, Gisèle sent les larmes monter sans pouvoir les retenir. Pas à cause de la douleur physique qui pulse toujours dans son dos malgré les soins d'urgence qu'elle vient de recevoir à l'hôpital, mais à cause de cette gentillesse inattendue qui fait céder toutes ses défenses. Les médecins ont diagnostiqué des brûlures au second degré sur 15% de son dos, ont photographié chaque centimètre de peau abîmée, ont rempli un certificat médical avec cette froideur professionnelle qui transforme sa souffrance en données objectives, 21 jours d'incapacité totale de travail. Et maintenant, elle est là dans cette pièce au mur beige à raconter comment sa belle-mère lui a jeté de l'eau bouillante dessus pendant que son mari regardait. Dans une autre salle, Colette joue la grande dame offensée. Elle entend sa voix stridente à travers les murs. Cette belle fille instable qui s'auto-mutile pour l'accuser, qui cherche à détruire sa famille, qui a toujours été jalouse de la relation fusionnelle qu'elle entretient avec son fils unique. Et Gisèle se demande avec une fascination horrifiée comment on peut mentir avec autant d'aplomb, comment on peut renverser la réalité à ce point. Thomas, lui, est interrogé séparément par un jeune policier qui semble s'ennuyer. Et quand Sarah Mercier revient dans la pièce après avoir écouté sa déposition, son visage en dit long sur ce qu'elle vient d'entendre. Votre mari prétend que c'était un accident, que vous vous disputiez toutes les deux et que sa mère a fait un geste malheureux. Il minimise tout. Il la protège elle plutôt que vous. Gisèle hoche la tête parce qu'au fond, elle s'y attendait. Elle aurait même pu écrire le script exact de ce que Thomas allait dire, coincé entre sa mère et sa femme. Il choisira toujours le camp de celle qui l'a élevé dans cette dévotion maladive, où le fils ne peut jamais décevoir, ne peut jamais trahir, ne peut jamais choisir une autre femme au détriment de celle qui lui a donné la vie. Sarah Mercier s'assoit en face d'elle, croise les mains sur la table métallique et pose la question qui va déterminer tout le reste de sa vie avec une simplicité désarmante. Vous voulez porter plainte ou pas? Parce que si vous ne le faites pas maintenant, ce sera votre parole contre la leur, et dans 3 jours vous aurez oublié pourquoi vous étiez en colère. Gisèle pense à l'appartement qu'elle va perdre, à ce mariage qui va exploser, à sa réputation qui va être détruite quand l'histoire se répandra dans son cercle social où Colette a déjà tant d'alliés, à tous ces gens qui vont dire qu'elle exagère, qu'elle aurait pu arranger ça en famille, qu'on ne détruit pas une belle-mère pour si peu. Puis elle pense à la douleur qui irradie toujours dans son dos, au regard vide de Thomas qui a choisi de détourner les yeux pendant qu'on la brûlait, à ces 8 mois d'humiliation quotidienne qu'elle a avalée en silence en se disant que ça passerait, et elle entend sa propre voix prononcer ce mot qui scelle son destin. Oui, je veux porter plainte. Colette est placée en garde à vue. Ses protestations indignées résonnent dans tout le commissariat, tandis qu'on la conduit vers les cellules. Et Thomas attend Gisèle dans le couloir avec ce visage qu'elle ne lui connaît pas. Mélange de rage et de désespoir. Tu détruis notre famille. Maman ne voulait pas te faire de mal. Elle est juste protectrice avec moi. Tu ne peux pas comprendre ce lien. Et Gisèle le regarde comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Cet homme qu'elle a épousé, en croyant construire quelque chose de solide et qui n'était qu'un enfant terrifié à l'idée de déplaire à sa mère. Elle sort du commissariat à 7h du matin, appelle Fatima qui arrive 20 minutes plus tard et la ramène chez elle sans poser de questions. Et c'est seulement dans le petit studio de son amie, allongée sur le canapé-lit avec des antidouleurs qui commencent enfin à faire effet, que Gisèle réalise qu'elle n'a nulle part où aller, que sa vie vient de voler en éclats et que le message qui vient de s'afficher sur son téléphone à 2h du matin résume tout ce qu'elle doit savoir sur l'homme qu'elle a aimé. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir fait ça à ma mère. Une semaine s'est écoulée depuis cette nuit, et Gisèle vit toujours chez Fatima dans ce petit 2 pièces de Montreuil, qui sent le jasmin et le café fort, où son amie change ses pansements chaque matin avec une douceur de professionnelle, avant de partir elle aussi, pour sa garde à l'hôpital, et chaque fois que Gisèle retire son t-shirt pour révéler les marques rouges et boursouflées qui couvrent son dos, elle voit Fatima serrer les mâchoires sans rien dire, parce que les mots ne servent à rien. Face à ça, face à cette violence imprimée sur la peau, le retour au travail a été brutal, pas à cause de la douleur physique qui pulse toujours à chaque mouvement brusque, mais à cause des regards de ses collègues qui se détournent quand elle passe dans les couloirs, des chuchotements qui s'arrêtent net quand elle entre dans la salle de pause,
et elle comprend que l'histoire s'est répandue avec cette rapidité particulière aux petites communautés fermées. Certains la soutiennent comme Mireille la cadre qui lui serre l'épaule en lui disant que tu as eu du courage, ma belle. D'autres la jugent avec cette morale confortable de ceux qui n'ont jamais eu à choisir entre leur sécurité et leur confort. Faire emprisonner sa belle-mère quand même, il y avait sûrement d'autres solutions. Les familles, ça se règle en interne. Gisèle encaisse en silence parce qu'elle a compris que les gens aiment bien les victimes tant qu'elles restent victimes, douces et passives et reconnaissantes, mais dès qu'une victime se défend, elle devient suspecte, agressive, elle en fait trop. Le coup suivant arrive par SMS. Un message de sa banque l'informant que le compte joint qu'elle partage avec Thomas est à découvert de 2 300 €, et quand elle appelle le conseiller bancaire dans un état de panique croissante, il lui explique avec gêne que M. Moreau a effectué plusieurs retraits importants ces derniers jours, qu'il est dans son droit puisque c'est un compte joint, et Gisèle raccroche en réalisant que Thomas est en train de la dépouiller méthodiquement, de lui retirer jusqu'à ses dernières ressources, comme pour la punir d'avoir osé dire non. Elle prend rendez-vous l'après-midi même avec Maître Dubois, une avocate recommandée par Fatima, une femme d'une 50aine d'années au brushing impeccable qui la reçoit dans son cabinet du 11e arrondissement et écoute son histoire sans l'interrompre avant de poser son stylo avec un soupir qui en dit long. Vous avez un dossier solide pour les violences. Les preuves médicales sont irréfutables. Colette a été libérée sous contrôle judiciaire avec interdiction de vous contacter, mais elle sera jugée dans quelques mois pour le divorce. Par contre, ce sera plus complexe parce que vous n'avez rien à votre nom. L'appartement est au sien. Le compte joint, il peut le vider légalement et ça va être une bataille. Gisèle sort de ce rendez-vous avec la sensation d'avoir été dépouillée une deuxième fois. Et les messages de Thomas qui s'accumulent sur son nouveau numéro qu'il a réussi à obtenir. Dieu sait comment oscillent entre menaces voilées et supplications pathétiques. Retire ta plainte et on peut tout oublier. Maman regrette vraiment. Pense à tout ce qu'on a construit ensemble. Elle bloque son numéro, puis celui de Colette qui tente elle aussi de la joindre malgré l'interdiction judiciaire. Et un soir, tandis que Fatima change ses pansements dans la salle de bain étroite, son amie pose la question que Gisèle redoute depuis le début. Pourquoi tu es restée si longtemps? Tu devais bien voir que ça n'allait pas. Les larmes coulent enfin. Les premières vraies larmes depuis cette nuit dans la salle de bain verrouillée, et Gisèle avoue ce qu'elle n'a jamais dit à personne. Je pensais que l'amour suffisait. Je pensais que je pouvais le changer. Je pensais que si j'étais assez patiente, assez douce, assez compréhensive, il finirait par me choisir, elle plutôt qu'elle. Et maintenant je me rends compte que j'ai gâché 3 ans de ma vie à aimer quelqu'un qui n'a jamais existé. Le lendemain, elle visite un studio dans le 20e arrondissement, 22 mètres carrés au 5e étage sans ascenseur, des murs qui s'écaillent et une fenêtre qui donne sur une cour intérieure sombre. Mais le loyer est dans ses moyens si elle accepte les doubles gardes, et quand elle signe le bail avec des mains qui tremblent encore, elle se dit que c'est un taudis, mais que c'est le sien, que personne ne pourra l'en chasser, et que c'est déjà un début. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit, et Gisèle s'est installée dans une routine qui ressemble à de la survie plus qu'à de la vie. Elle enchaîne les doubles gardes à l'hôpital pour payer le loyer de son studio minuscule et les honoraires de Maître Dubois, qui s'accumulent plus vite qu'elle ne peut les régler. Elle dort mal sur ce matelas d'occasion acheté sur le Bon Coin. Elle mange des pâtes et du riz, parce que c'est tout ce qu'elle peut se permettre maintenant que Thomas a vidé le compte joint jusqu'au dernier centime. Ses cicatrices ont pris cette teinte rosée et brillante des brûlures qui guérissent mal. Elle tire sur sa peau quand elle lève les bras. Et elle porte désormais exclusivement des hauts à manches longues, même en plein été, parce qu'elle ne supporte pas les regards des gens sur ses marques qui racontent son histoire à sa place. Le procès de Colette pour violence volontaire ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours est fixé dans 2 semaines, et Gisèle sent l'anxiété monter chaque jour un peu plus, cette boule dans l'estomac qui ne la quitte jamais complètement et qui explose en crise de panique nocturne, où elle se réveille en sueur, avec la sensation de l'eau bouillante sur sa peau. Thomas a recommencé à la harceler. Il apparaît à la sortie de l'hôpital avec ce visage qu'elle ne reconnaît plus, creusé par quelque chose qui ressemble à du désespoir, ou peut-être juste à de la rage contenue. « Retire ta plainte, Gisèle, on peut recommencer. Maman a appris sa leçon, on trouvera un autre appartement juste nous deux, comme avant. » Elle le regarde comme on regarde un étranger dont on se demande comment on a pu partager le lit. Comme avant n'existe pas Thomas.
Avant c'était déjà pourri et je ne le voyais pas. Et quand il comprend qu'elle ne cédera pas son visage, se transforme en ce masque de cruauté qu'elle entrevoit pour la première fois. Tu n'es rien sans moi. Qui voudrait de toi maintenant avec ces cicatrices? Tu crois que tu vas refaire ta vie? Regarde-toi. Tu fais pitié. Les mots s'enfoncent comme des lames, et même si elle sait qu'il cherche à la blesser pour reprendre le contrôle, même si elle sait que c'est du poison, une partie d'elle se demande s'il n'a pas raison, si elle ne restera pas seule pour toujours avec ces marques sur le dos qui font fuir tout le monde. C'est à l'hôpital qu'elle rencontre Karim, ou plutôt qu'elle le remarque vraiment après l'avoir croisé 100 fois dans les couloirs sans y prêter attention, ce chirurgien d'une trentaine d'années, au regard doux qui vient suivre un de ses patients en post-opératoire, et qui a cette façon de parler aux malades qui la touchent, sans condescendance, sans cette distance professionnelle que tant de médecins utilisent comme bouclier. Ils commencent à partager des cafés pendant les pauses, conversations anodines sur le manque de moyens à l'hôpital, sur les coupes budgétaires, sur cette réforme des retraites qui n'en finit pas, et Gisèle apprécie ce qu'il ne fait pas. Il ne pose pas de questions sur ses cernes, sur son amaigrissement visible, sur les rumeurs qui circulent forcément sur elle dans cet hôpital, où tout le monde sait tout. Un après-midi de canicule, où Gisèle porte un pull à col roulé, malgré les 32 degrés à l'ombre, Karim la regarde avec cette attention particulière qui ne juge pas et dit simplement « Vous savez, les cicatrices ne définissent pas qui vous êtes. Elles racontent juste d'où vous venez, et elle le fixe avec cette sensation étrange d'être vraiment vue pour la première fois depuis des mois, d'être regardée comme une personne entière et non comme une victime ou un scandale ambulant. Elle ne dit rien, mais quelque chose se desserre imperceptiblement dans sa poitrine, cette armure qu'elle porte en permanence depuis l'agression qui se fissure juste assez pour laisser passer un peu d'air. Maître Dubois la convoque dans son cabinet pour la préparer au procès, lui explique que la défense de Colette va attaquer son caractère, sa crédibilité, qu'ils vont essayer de la présenter comme une manipulatrice qui monte son fils contre sa mère, qu'ils vont chercher à minimiser les faits en parlant d'accidents domestiques malheureux. Soyez prête à entendre des choses difficiles, à voir votre vie intime étalée devant des inconnus, et Gisèle hoche la tête, en se demandant combien de fois encore. Elle devra prouver qu'elle dit la vérité. La veille du procès, elle trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans expéditeur contenant des photos d'elle et Karim au café de l'hôpital, des clichés pris de loin avec un téléobjectif, et au dos, quelqu'un a écrit en lettres capitales « Petite traînée, retire ta plainte ou tout le monde verra ça », et Gisèle reste debout dans son studio avec ses photos qui tremblent entre ses mains, en réalisant que même sa reconstruction fragile, même ces quelques moments de normalité qu'elle commence à reconstruire, ils veulent les lui arracher aussi. Le matin du procès, Gisèle se réveille à 4 heures, avec cette nausée qui lui tord l'estomac depuis des jours. Elle n'a rien pu avaler au petit déjeuner, malgré les encouragements de Fatima, qui l'accompagne au tribunal de grande instance avec Maître Dubois, et quand elle franchit les portes du palais de justice, elle a cette impression surréaliste de jouer un rôle dans un film qui n'est pas le sien, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Colette arrive impeccablement habillée dans un tailleur bleu marine qui la fait ressembler à une grand-mère sortie d'un magazine, cheveux blancs coiffés avec soin, petit sac à main Longchamp, et Gisèle voit les gens dans la salle d'attente qui la regardent avec sympathie. Cette pauvre femme âgée accusée par sa belle-fille. Forcément, il y a un malentendu. Thomas est là aussi. Costume gris qu'elle ne lui connaît pas. Rasé de près. Et quand leurs regards se croisent dans le couloir, elle voit quelque chose passer dans ses yeux, qui ressemble à du regret, ou peut-être juste à de la peur. Mais il détourne vite la tête et va s'asseoir à côté de sa mère qui lui tapote la main comme pour le rassurer. L'audience commence, et Gisèle écoute l'avocat de Colette construire une version alternative de cette nuit, qui la glace jusqu'aux os. Il parle d'une jeune femme instable, qui harcelait psychologiquement sa cliente depuis des mois, qui était jalouse de la relation mère-fils, qui avait des accès de colère incontrôlables. Et le geste malheureux de sa cliente n'était qu'une réaction de défense, face à une agression verbale particulièrement violente. Thomas est appelé à la barre et Gisèle sent son cœur se décrocher quand elle comprend qu'il va mentir, qu'il va choisir sa mère jusqu'au bout même si cela signifie détruire celle qu'il a promis d'aimer et de protéger. Il raconte que Gisèle était agressive ce matin-là,
qu'elle avait menacé sa mère à plusieurs reprises dans les semaines précédentes, que l'incident était un accident regrettable dans le cadre d'une dispute qui avait mal tourné, et sa voix ne tremble même pas quand il prononce ses mensonges avec l'assurance de quelqu'un qui a répété son texte. L'avocate de Colette enchaîne en mentionnant les fréquentations récentes de Gisèle avec un médecin, sous-entendant qu'elle avait peut-être des raisons financières de vouloir quitter son mari et qu'accuser sa belle-mère était un moyen commode de jouer les victimes tout en récupérant des dommages et intérêts. Gisèle se sent salie, exposée, comme si on la déshabillait devant une foule qui la juge sans la connaître, et quand Maître Dubois se penche vers elle pour lui demander si elle est prête à témoigner, elle hoche la tête sans être sûre que ses jambes vont la porter jusqu'à la barre. Mais quand elle se lève et qu'elle croise le regard de Colette, ce petit sourire suffisant qui flotte sur ses lèvres, quelque chose se brise en elle. Pas de désespoir cette fois, mais de rage pure, cette colère froide qu'elle a contenue pendant des mois et qui remonte comme une vague. Elle raconte tout, les humiliations quotidiennes, les remarques assassines sur son travail, son physique, sa façon de tenir la maison, l'isolement progressif de ses amis parce que Colette trouvait toujours à redire sur eux, la passivité de Thomas qui regardait ailleurs pendant qu'on la détruisait à petit feu, et cette matinée où elle est rentrée épuisée d'une garde de nuit pour se faire ébouillanter comme un chien qu'on punit. « Je ne criais pas parce que je ne voulais pas leur donner cette satisfaction, » dit-elle, en fixant Thomas qui baisse les yeux. « J'ai appelé la police parce que si je ne le faisais pas, je savais que ça recommencerait. Peut-être pire la prochaine fois. Peut-être que la prochaine fois, je ne m'en sortirai pas avec seulement des cicatrices sur le dos. » Les photos médicales sont projetées sur l'écran, et Gisèle voit certains jurés détourner le regard face à ces images de peau brûlée et boursouflée. Elle voit une femme dans le public porter la main à sa bouche, et elle comprend que parfois la vérité nue a plus de pouvoir que n'importe quel discours. Fatima témoigne sur l'état dans lequel elle a trouvé Gisèle cette nuit-là. Tremblante, et sous le choc, l'officière Mercier confirme que la déposition initiale était cohérente et précise, et que l'attitude de Colette et Thomas à l'arrivée de la police était celle de personnes cherchant à minimiser un acte grave. Le délibéré ne dure que 2 heures, et quand la présidente du tribunal énonce le verdict, 18 mois de prison dont 6 mois fermes, obligation de soins, interdiction définitive de contact avec la victime et 15 000 € de dommages et intérêts, Gisèle sent ses jambes se dérober sous elle, et c'est Maître Dubois qui la rattrape par le coude. En sortant du tribunal sous le crachin parisien de novembre, Thomas lui crache presque aux pieds avec une haine qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu as détruit ma famille » et Gisèle s'arrête, le regarde bien en face, et dit avec un calme qui la surprend elle-même. « Non Thomas, vous m'avez détruite, moi j'ai juste survécu. » 6 mois après le procès et Gisèle signe les papiers du divorce dans le bureau glacé de Maître Dubois, elle reprend son nom de jeune fille qu'elle n'aurait jamais dû abandonner. Moreau disparaît de ses documents officiels et elle se sent étrangement légère comme si elle se débarrassait d'un poids invisible qu'elle portait depuis 3 ans. Elle a commencé une thérapie avec Madame Laurent, une psychologue d'une 60aine d'années, installée dans le 15e arrondissement qui sent la lavande et écoute sans jamais l'interrompre. Et les séances sont difficiles. Certaines la vident complètement, la laissent sanglotante sur le canapé beige à essayer de comprendre comment elle a pu accepter si longtemps cette vie qui n'était pas une vie. Madame Laurent lui explique les schémas de manipulation, cette violence psychologique invisible qui s'installe par petites touches jusqu'à ce que la victime ne sache plus distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Et Gisèle réalise avec une clarté douloureuse qu'elle s'était perdue dans ce mariage, qu'elle avait abandonné ses amis progressivement parce que Colette les trouvait vulgaires ou Thomas les jugeait trop bruyants, qu'elle avait renoncé à ses hobbies, à ses rêves, à cette formation d'infirmière spécialisée qu'elle voulait faire, et que Thomas avait balayé d'un revers de main en disant que c'était trop ambitieux pour elle. Elle commence à se reconstruire morceau par morceau. Elle rejoint un club de natation municipal près de chez elle et découvre avec surprise que l'eau ne lui fait plus peur, que glisser dans cette piscine chlorée au petit matin avant sa garde la calme, d'une façon qu'elle n'aurait pas cru possible. Elle renoue avec Léa, son amie d'enfance qu'elle avait négligée pendant ses années de mariage. Et quand elles se retrouvent autour d'un verre dans un bar du 11e, Léa la regarde avec des larmes dans les yeux et lui dit simplement que tu m'as tellement manqué, je ne savais pas comment te dire que tu étais en train de disparaître. Karim et elle se rapprochent avec cette lenteur prudente de 2 personnes qui ont été blessées et qui savent que précipiter les choses ne mène nulle part.
Ils passent du café à des déjeuners puis à des dîners. Et un soir, il lui montre une cicatrice de brûlure sur son avant-bras gauche, accident d'enfance avec une casserole d'eau bouillante, et il dit avec cette douceur qui est devenue familière qu'on est tous abîmés d'une manière ou d'une autre, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Elle aime qu'il ne lui demande pas d'être déjà guéri, qu'il accepte ses moments de silence, ses crises d'angoisse occasionnelles, cette façon qu'elle a parfois de se refermer complètement quand un souvenir surgit sans prévenir. Elle postule pour une formation d'infirmière, spécialisée en soins des grands brûlés, cette spécialité qu'elle a toujours voulu faire et qu'elle avait enterrée. Elle passe l'entretien en tremblant, et quand la directrice de l'école la rappelle 3 jours plus tard pour lui annoncer qu'elle est acceptée, Gisèle raccroche et se met à pleurer dans son petit studio. Pas de tristesse cette fois, mais de quelque chose qui ressemble à de l'espoir, à cette sensation presque oubliée que l'avenir peut être différent du passé. Un matin, en se regardant dans le miroir de la salle de bain, avant de partir à la piscine, elle sourit pour la première fois depuis des années, à son propre reflet. Elle voit ses cicatrices qui dépassent du maillot de bain, et au lieu de les cacher, elle les laisse visibles. Elle se dit qu'elles font partie de son histoire, mais qu'elles ne sont pas toute son histoire. Et cette pensée la remplit d'une force tranquille, qu'elle croyait avoir perdue pour toujours. C'est l'après-midi même que Maître Dubois l'appelle avec cette voix professionnelle qui cache mal son agacement. « J'ai une mauvaise nouvelle. Thomas et Colette font appel du jugement. Ils demandent l'annulation de la condamnation et des dommages et intérêts. Il va falloir recommencer. » Et Gisèle sent le sol se dérober sous ses pieds, en comprenant que la guerre n'est pas finie, qu'ils ne la laisseront jamais partir. Gisèle reste assise dans son studio avec le téléphone à la main pendant ce qui lui semble une éternité après avoir raccroché avec Maître Dubois. Elle pensait que c'était fini. Elle pensait pouvoir enfin tourner la page et reconstruire sa vie sans regarder en arrière. Et maintenant, on lui annonce qu'il va falloir tout revivre, retourner au tribunal, s'exposer à nouveau, prouver encore une fois qu'elle n'a pas inventé cette eau bouillante sur son dos. La séance avec Madame Laurent le lendemain est particulièrement difficile. Gisèle pleure pendant toute l'heure, en demandant combien de fois encore elle devra se battre pour avoir le droit d'exister en paix, et sa thérapeute lui rappelle avec cette fermeté bienveillante qu'elle a développée au fil des mois que vous êtes plus forte maintenant qu'il y a 1 an, vous n'êtes plus la même femme qui s'est enfermée dans cette salle de bain. Karim propose de l'accompagner au procès en appel, et quand Gisèle proteste qu'elle ne veut pas l'impliquer dans ce chaos, il la regarde avec ce sérieux qu'elle lui connaît maintenant et dit simplement que vous n'êtes pas seule, vous n'avez plus à être seule. Fatima et Léa se joignent à lui, ce petit groupe de soutien qui se forme autour d'elle comme un rempart contre la tempête qui approche. Et Gisèle réalise avec une émotion qui lui serre la gorge qu'elle a reconstruit quelque chose de plus solide que ce qu'elle avait perdu, une famille choisie plutôt qu'imposée. Le jour du procès en appel. La stratégie de la défense a changé. L'avocat de Colette ne cherche plus à nier les faits, mais à les contextualiser différemment. Il présente Gisèle comme une femme qui a refait sa vie remarquablement vite après le drame, qui fréquente maintenant un chirurgien avec un salaire confortable, qui a obtenu une formation prestigieuse, qui semble épanouie et heureuse sur les photos récentes qu'il brandit devant la cour, des clichés d'elle souriante avec Karim à la terrasse, d'un café, d'elle riant avec Léa au bord de la piscine municipale. « Regardez comme elle a l'air heureuse », dit-il avec cette insinuation venimeuse qui fait bouillir le sang de Gisèle. Est-ce vraiment le visage d'une victime traumatisée ou celui d'une femme qui a utilisé un incident domestique malheureux pour se débarrasser d'une belle-mère encombrante et récupérer de l'argent? Gisèle sent la rage monter en elle pendant qu'il parle. Cette colère pure qui n'a rien à voir avec celle destructrice qu'elle a appris à identifier en thérapie, c'est une colère juste, saine, celle qui dit non à l'injustice et refuse de se laisser réduire au silence. Quand vient son tour de témoigner, elle ne tremble plus comme la première fois. Elle se lève avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Elle regarde les juges droit dans les yeux et dit d'une voix claire et posée que oui, elle est heureuse maintenant, parce qu'elle a quitté un homme qui la rabaissait quotidiennement et une belle-mère qui l'a gravement blessée. Est-ce qu'une victime n'a pas le droit de guérir, de sourire à nouveau, de reconstruire sa vie? Ou dois-je rester brisée et misérable toute ma vie pour vous convaincre que j'ai vraiment souffert? Le silence qui suit dans la salle d'audience est si complet qu'on entendrait une épingle tomber. Plusieurs jurés hochent la tête imperceptiblement, et Gisèle voit dans les yeux de la présidente quelque chose qui ressemble à du respect.
Le procureur appuie son argumentaire sur les preuves médicales qui n'ont pas changé, sur les témoignages concordants, sur le fait que la reconstruction d'une victime ne peut pas être utilisée contre elle comme preuve qu'elle n'a jamais vraiment souffert. Et quand la cour rend son verdict après 3 heures de délibéré, confirmant le jugement initial dans son intégralité, Gisèle reste stoïque dans la salle, tandis que Colette pleure bruyamment et que Thomas la fusille du regard avec une haine qui ne la touche même plus. Dehors sur les marches du tribunal, elle s'effondre enfin dans les bras de Karim. Pas de désespoir, mais de soulagement. Cette tension qui la maintenait droite depuis des mois qui se relâche d'un coup. C'est vraiment fini cette fois, demande-t-elle contre son épaule, et il resserre son étreinte en murmurant que oui, c'est vraiment fini maintenant. Sur le chemin du retour en métro, coincée entre Karim et Fatima qui discutent de tout et de rien pour la distraire, Gisèle pense à cette femme qu'elle était il y a 1 an, terrifiée et brisée dans une salle de bain, et elle se dit qu'elle ne la reconnaîtrait probablement plus. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouve une enveloppe blanche glissée sous sa porte. Elle reconnaît immédiatement l'écriture de Thomas sur l'enveloppe, et son cœur se serre malgré elle, parce qu'elle pensait que même lui comprendrait qu'il est temps de lâcher prise. Gisèle reste debout dans l'entrée de son studio avec l'enveloppe entre les mains pendant plusieurs minutes, avant de trouver le courage de l'ouvrir. Elle reconnaît l'écriture penchée de Thomas sur le papier ligné, qui semble avoir été arraché d'un carnet bon marché, et les mots qu'elle lit la surprennent par leur tonalité différente de tout ce qu'il lui a envoyé ces derniers mois. Il écrit qu'il regrette, qu'il a compris trop tard ce qu'il avait perdu, qu'il a commencé une thérapie lui aussi après que sa mère ait été incarcérée, et que pour la première fois de sa vie, il se retrouve seul face à lui-même sans personne pour lui dicter ce qu'il doit penser ou ressentir. Il parle de cette solitude qui lui pèse, de ces nuits où il repense à ce matin dans la cuisine et se demande comment il a pu rester assis pendant qu'on te faisait du mal, et il termine par une phrase qui résonne étrangement dans le silence du studio. « Peut-être qu'un jour tu pourras me pardonner. Je ne te demande rien d'autre que ça. » Gisèle relit la lettre 3 fois en cherchant entre les lignes la manipulation habituelle, le piège caché, mais elle ne trouve que ce qui ressemble à des regrets sincères, tardifs et inutiles certes, mais sincères quand même. Une partie d'elle, cette partie qu'il a aimée avant que tout se dégrade, ressent une forme de tristesse pour cet homme qui a mis 35 ans à comprendre qu'il n'était pas l'extension de sa mère, mais une personne à part entière. Mais elle sait avec une certitude absolue que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées, que certaines trahisons ne méritent pas de seconde chance. Elle plie la lettre, la range dans le tiroir de son bureau, à côté de tous les autres documents de cette période qu'elle garde non pas par nostalgie, mais comme rappel du chemin parcouru. Et elle se dit qu'elle ne lui doit rien, ni pardon, ni réponse, ni même une pensée supplémentaire. 2 ans passent comme une respiration longue et profonde après avoir retenu son souffle pendant des années. Gisèle a maintenant 35 ans et travaille comme infirmière spécialisée dans l'unité des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis. Ses propres cicatrices lui donnent une empathie particulière avec ses patients qui sentent instinctivement qu'elle comprend leur douleur d'une façon que les autres soignants ne peuvent pas. Elle vit avec Karim dans un appartement lumineux du 10e arrondissement qu'ils ont choisi ensemble, sans précipitation. Elle a appris à aimer lentement, à construire une relation sur la confiance plutôt que sur le besoin, et quand il lui demande de l'épouser un soir d'automne, elle dit oui, mais pas tout de suite. Laisse-moi d'abord réapprendre ce que ça signifie d'être moi. Elle anime un groupe de parole pour victimes de violences conjugales dans un centre d'aide aux femmes de Montreuil. Elle raconte son histoire quand c'est nécessaire et montre ses cicatrices aux participantes qui n'osent pas encore parler. Elle me rappelle d'où je viens, dit-elle en remontant sa manche. Mais elle ne décide pas où je vais. Elle a pardonné à la Gisèle d'avant, celle qui est restée trop longtemps, qui croyait que l'amour suffisait à tout réparer, qui pensait pouvoir changer quelqu'un par la seule force de sa patience. Elle comprend maintenant que s'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, mais la condition nécessaire pour aimer sainement. Un soir d'été, elle est assise sur le balcon de leur appartement, avec un livre dont elle ne tourne pas les pages, un verre de vin blanc qui fait des ronds de condensation sur la petite table en fer forgé, et elle réalise soudain qu'elle n'a pas pensé à Thomas depuis des semaines, peut-être même des mois. Elle regarde les cicatrices sur son avant-bras, que le soleil couchant rend presque dorées. Elle les touche doucement du bout des doigts, et murmure pour elle-même « Merci de m'avoir appris qui je ne veux plus jamais être. »
Karim sort sur le balcon avec cette façon qu'il a de la regarder comme si elle était précieuse. Il s'assoit à côté d'elle sans rien dire, parce qu'il a appris que le silence aussi peut être une forme de présence. Et Gisèle ferme les yeux, en souriant au soleil qui décline sur Paris. La vengeance n'était pas de les détruire, pense-t-elle en respirant profondément l'air tiède qui sent le jasmin du balcon voisin. C'était de se reconstruire, de vivre pleinement, d'être heureuse envers et contre tout. Et elle l'est, vraiment, profondément, simplement, libre. Да хоть что пиши, Господи. Я же как бы стримы веду, чтобы с вами поговорить, а не чтобы вы помолчали. Я сказала, приятно провести ночь. Хороший друг. Что до сих пор болею немного. Да я как бы тоже. Может напиться. Зачем? Зачем пить? Скажи мне просто, зачем? Чего? Я ничего не понимаю. Что? Что за квесты, как у Масленникова, блин? Загуглите кто-нибудь ради интереса координаты. Мне просто интересно, что это. Я знаю только одно. То, что твоя учетная запись была создана вчера. И это максимально подозрительно. Арене привет. Вайден привет. Юра снова привет. Что, блин, происходит? Вы что-нибудь понимаете? Вот я вообще абсолютно ничего не понимаю.
Ребят, не молчите, пожалуйста.